Novembre. Merci de choisir Radio Mali pour vous informer. Il est 13h à Bamako, la même heure à Tonka dans la région de Tombouctou. Mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver. Bonjour en vous espérant en santé. Bienvenue aux infos au micro, Brahma Traoré. Et Fatou Djabi, bonjour à tous. La puissance militaire turque se transporte à Koulikoro pour une démonstration. C'est le point d'orgue du premier salon international de la défense et de la sécurité qui s'achève demain vendredi. Le Mali adopte une posture offensive contre la guerre informationnelle. 2 membres du gouvernement face à la presse pour démêler le vrai du faux. En Guinée, ils seront 9 dans les starting blocks pour l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, parmi lesquels le président de la transition Mamadi Doumbouya. Au Sénégal, la rupture est-elle consommée entre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko? Depuis mardi, un duel politique oppose les deux hommes. La raison, qui doit diriger la coalition Diomaye Faye? Le président de la Commission de l'Union africaine alerte sur la dette publique du continent. En 35 ans, il est passé de 140 à près de 1800 milliards de dollars, ce qui relève selon lui une faille du système financier mondial. Le Mali affronte demain vendredi la Zambie au compte des 16e de finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans au Qatar. C'est une juridiction méconnue du grand public, pourtant essentielle dans la vie économique du pays. Il s'agit du tribunal de commerce qui tranche les différends qui opposent les acteurs du secteur et supervise les procédures collectives. Comment les saisir? On vous répond en fin d'édition de la chronique judiciaire. C'est tout pour les titres. D'abord, cette nouvelle rentrée solennelle ce matin des cours et tribunaux à la Cour suprême. Un événement qui permet aux acteurs de la justice de faire le bilan de l'année écoulée et de dégager des perspectives. Cette année, la réflexion porte sur le contrôle juridictionnel des finances publiques, facteur de bonne gouvernance. Un thème qui a fait l'objet d'un exposé au cours de la cérémonie présidée par le premier magistrat du pays, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Nous y reviendrons dans nos futures éditions avec nos différents reporters. Et avant, le Salon international de la défense et de la sécurité referme ses portes demain vendredi. Dans le cadre de ce salon, la région de Koulikoro accueille la phase de démonstration de la puissance militaire turque. Oui, mais avant, le parc des expositions avait abrité une conférence thématique sur la réforme du secteur de la sécurité et du développement. Il s'agit d'édifier les participants sur le lien indissociable des deux concepts afin de construire un environnement stable et sécurisé pour le citoyen. Le compte-rendu est signé Djemba Moussa Konati. Il ressort de cette conférence débat que le rôle primordial de la réforme du secteur de la sécurité dans la lutte contre le terrorisme est construire un environnement protecteur pour les citoyens. Le conférencier a passé au peigne fin les interactions entre la sécurité et le développement, l'évolution du concept de la sécurité depuis la guerre froide. Omar Ousmane estime qu'aucun développement n'est possible sans la sécurité et sans développement, toute sécurité n'est que temporaire. Commissaire principal Omar Ousmane, conférencier. Que nous avions une réforme du secteur de la sécurité qui est réussie, ça va permettre forcément aux citoyens de s'épanouir, donc de s'engager dans le développement. Une fois qu'une nation est développée, la nation va bouter dehors le terrorisme, lutter efficacement contre le terrorisme. Continuer à faire comprendre que lorsqu'on parle de réforme du secteur de la sécurité, on ne parle pas que de la police. On parle de toutes les forces de défense et de sécurité. On parle de la justice. On parle de l'administration pénitentiaire. Continuer à former tous ces acteurs-là pour que, in fine, le citoyen malien se sent à l'abri de tout danger. Les participants disent avoir pris bonne note et s'engagent à faire la restitution auprès des subordonnés qui n'ont pas eu la chance de participer à cette conférence. Commissaire divisionnaire Draman Traoré, participant. On comprend que entre la sécurité aujourd'hui et le développement, c'est deux maillons qui vont pratiquement ensemble. On comprend heureusement que la sécurité est en amont et en aval du développement. Comme quoi, sans aujourd'hui la sécurité, il n'y a pas de développement. On a également compris avec l'exposant comme quoi, même si en l'absence aujourd'hui de la sécurité, si aujourd'hui il y a le développement, ce n'est qu'un développement précaire. La question de savoir si les groupes d'autodéfense sont pris en compte
par la réforme du secteur de la sécurité RSS, les actions concrètes menées auprès des prestataires de sécurité ou encore les caractéristiques clés de la RSS ont intéressé les policiers. En réponse à toutes ces questions, le conférencier dira que tous les prestataires de sécurité doivent relever du ministère de la Sécurité pour avoir un seul résultat, c'est-à-dire le respect des droits fondamentaux des populations. Oui, Djemba Konaté, parmi les droits fondamentaux des populations, leur donner une information juste et constructive. Une mission de sacerdoce dévolue aux médias qui semble être reléguée au second plan sous certains cieux. Le Mali en est victime aujourd'hui à travers ce qu'il convient d'appeler une cabale médiatique. Et face à cette guerre informationnelle, les ministres en charge des Affaires étrangères et de la communication rencontrent les professionnels des médias. Objectif, leur rappeler le respect de l'éthique et de la déontologie dans le traitement de l'information et les efforts des autorités. On en sait plus avec Bemba Sibi. Ici, c'est le Mali, nous sommes bien à Bamako. C'est en ces termes que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a entamé son intervention. L'image réelle du Mali en total déphasage avec celle que certains médias internationaux véhiculent à longueur de journée. Les FAMA évoluent en toute autonomie et engagent des résultats au quotidien. Les groupes armés terroristes sont acculés à telle enseigne qu'ils ont changé d'approche en s'attaquant aux industries, aux chantiers routiers et maintenant aux citernes de carburant. L'objectif est de créer la panique, voire le chaos. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le scénario qu'on vous a décrit et qui a été concocté, nous le savons, dans des officines, des services de renseignement étrangers, mais aussi sur les plateaux de télévision, n'est pas le Mali, n'est pas le Bamako que vous avez en face de vous. Donc il est important que ceux qui sont derrière ces terroristes et ceux qui se présentent comme aujourd'hui des relais du message des groupes terroristes puissent comprendre que toute cette désinformation ne portera pas. Alamdou Ag Ilien, ministre en charge de la communication. Aujourd'hui, le Mali est un pays normal dans une situation anormale. Ça arrive à tous les peuples et nous y faisons face avec beaucoup de détermination et d'abnégation. Mais malheureusement, nos efforts ne sont pas connus et souvent même volontairement altérés. Loin de ce qui est vulgarisé, il n'y a pas de blocus sur Bamako. Certes, il y a des perturbations dans l'approvisionnement d'hydrocarbures, mais tout est mis en œuvre pour rétablir rapidement la situation. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. L'État s'est organisé, a mis en place un plan stratégique pour reprendre l'approvisionnement, pour assurer la sécurité des convois et plus généralement intensifier des opérations militaires pour la sécurisation du pays. Et progressivement, vous voyez que des centaines de camions arrivent par jour pour reprendre l'approvisionnement de Bamako et d'autres localités. Et nous allons maintenir ces efforts. Alamdou Ag Ilien, ministre en charge de la communication. La réaction terrible de l'Union africaine est très en deçà de nos attentes et très en deçà de ce qui est nécessaire pour pouvoir vraiment aider à la résolution de ce problème. Nous attendons de l'Union africaine qu'elle vienne d'abord au Mali, qu'elle comprenne les problèmes du Mali avec les Maliens et qu'elle trouve des solutions avec les Maliens qu'elle va appliquer avec l'accord des Maliens. Dans ce contexte de désinformation, la tenue du BAMEX est la meilleure réponse aux fausses informations partagées. Le BAMEX participe de la volonté des autorités de moderniser notre outil de défense et de sécurité. Sécurité qui reste une priorité et mobilise toutes les énergies, surtout en cette période où l'approvisionnement du pays en carburant demeure un défi. Cette situation a-t-elle des répercussions sur les prix des denrées de première nécessité? Non, Fatou Djabi répond la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Elle a réuni hier les opérateurs économiques pour une évaluation de la situation des produits. Il ressort que la pénurie de carburant n'a aucun impact sur les marchés. C'est ce que nous dit Abibadou Koyanjakiti. Commerçants détaillants, associations de gérants des stations-service, boulangers, organisations professionnelles, tous étaient présents à ce cadre de concertation initié par la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du district de Bamako. Objectif, échanger sur la situation actuelle du pays. Aruna Kanté, président de la Chambre de commerce du district de Bamako. Il s'agit pour nous d'échanger sur la disponibilité des produits sur le marché et le ravitaillement du carburant dans les points de vente qui malheureusement connaissent une mauvaise organisation entraînant le désordre. C'est le lieu pour nous de remercier les opérateurs pétroliers, les chauffeurs,
pour le sacrifice humain et matériel consenti durant cette crise. Certes, la pénurie de carburant au Mali a plombé plusieurs secteurs au cours de ces dernières semaines. Il est toutefois bon à retenir que les prix des denrées de première nécessité n'ont pas changé à ce jour. Djeri Koulibaly, président de l'association des commerçants du grand marché du district de Bamako. Selon nos constats, cette situation n'affecte en rien les prix des denrées de première nécessité. Nous rassurons nos concitoyens, à l'occurrence le président de la transition, que l'autosuffisance alimentaire sera assurée. Les membres consulaires de la Chambre de commerce et d'industrie du district de Bamako appellent les acteurs du commerce et de la distribution au respect scrupuleux des prix des produits afin de ne pas s'exposer à des sanctions vis-à-vis de la réglementation commerciale en vigueur. Hors des frontières maliennes, en Guinée, la Cour suprême publie la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Ils sont 9 candidats, dont 2 indépendants retenus pour ce scrutin, parmi lesquels l'actuel président de la transition, Mamadi Doumbouya. Les 9 candidats étaient tous sur la liste provisoire annoncée la semaine dernière par la haute juridiction. À 13h passées de 11 minutes, pas de présidentielle en vue au Sénégal, mais cette interrogation. La rupture est-elle consommée entre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko? Depuis mardi, un duel politique s'est ouvert sur la question de qui doit diriger la coalition Diomaye président. Cette coalition a été créée pour rassembler les soutiens à la candidature présidentielle de Bassirou Diomaye Faye en 2024. Le chef de l'État avait annoncé la démission d'Aïssatou Mbodj, proche d'Ousmane Sonko et dirigeante de la coalition présidentielle, pour la remplacer par Aminata Touré, conseillère spéciale et coordinatrice de sa campagne électorale en 2024. Un mouvement qui serait un désaveu pour Ousmane Sonko, qui affirmait samedi lors des meetings qu'il n'y aurait pas de changement à la tête de la coalition. Hier, le Premier ministre n'était pas présent au Conseil des ministres. Officiellement en congé jusqu'au lundi prochain, le chef du gouvernement avait pourtant assisté à une cérémonie avec l'armée sénégalaise en début de semaine. Pendant ce temps, un recrutement dans l'armée tourne au drame au Ghana. 6 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées alors qu'elles tentaient d'accéder au stade El Wakak où se déroulait la session de recrutement. D'après les premières informations, de nombreux jeunes auraient forcé l'entrée principale, provoquant un mouvement de foule. Les blessés ont été rapidement transportés à l'hôpital militaire 37 de la capitale et le recrutement a depuis été suspendu. Dans un communiqué, l'armée ghanéenne a exprimé ses profonds regrets et présenté ses condoléances aux familles endeuillées. En revanche, en Algérie, la nouvelle est plutôt bonne. Le président Abdelmadjid Tebboune a gracié hier l'écrivain franco-algérien Bouhlem Sansal grâce à une médiation allemande. Il a été emprisonné depuis 1 an et au cœur d'une crise diplomatique entre Alger et Paris. Pour le président français Emmanuel Macron, cette libération est le fruit des efforts constants de la France et d'une méthode faite de respect, de calme et d'exigence. Il a exprimé sa gratitude au président allemand et remercié son homologue algérien pour ce geste d'humanité. Au même moment, un nouveau bilan officiel des manifestations post-électorales du mois dernier est publié au Cameroun. Il fait état de 16 morts et plus de 800 interpellations. La crise post-électorale s'est ouverte le 27 octobre avec la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Dona Poulibia, vainqueur du premier tour avec 53,66% des suffrages. Des résultats contestés par l'opposant Issa Chiroma Bakari qui continue de revendiquer la victoire. C'est une victoire pour l'agence antidrogue au Nigeria. Elle annonce la saisie d'une tonne de cocaïne dans le port de Lagos. C'est la plus importante saisie de cocaïne réalisée dans un conteneur déclaré vide. La valeur de la drogue avoisine les 235 millions de dollars, soit plus de 140 milliards de francs CFA. L'Agence nationale de lutte contre la drogue dit travailler avec ses partenaires allemands et britanniques pour enquêter sur ce cartel et démasquer ceux qui ont pu convoyer ce volume de cocaïne jusqu'au Nigeria. Oui, le Nigeria est concerné par cette alerte du président de la Commission de l'Union africaine sur la dette publique du continent. Cette dette est passée de 140 milliards de dollars en 1990 à près de 1800 milliards de dollars aujourd'hui, soit environ les 2 tiers du PIB du continent. Pour Mohamedou Ali Youssouf, cette situation révèle une faille du système financier mondial fondée sur des critères biaisés qui perpétuent les inégalités. Il appelle à un nouveau
pacte financier mondial reconnaissant la responsabilité partagée de l'Afrique et à une réforme profonde pour garantir un accès équitable au capital. Et pour boucler ce tour d'horizon, nous restons dans le domaine de l'économie où le Congrès américain a définitivement adopté hier une proposition de loi qui permet de lever la paralysie budgétaire la plus longue de l'histoire des États-Unis. Le texte permet de reprendre les aides alimentaires apportées à des millions d'Américains et de verser les salaires de centaines de milliers d'employés fédéraux. 2 jours après le Sénat, la Chambre des représentants a voté à 222 voix contre 209 en faveur d'un projet de loi prévoyant le financement de l'administration fédérale jusqu'au 30 janvier prochain. Retour à la maison à 13h passées de 15 minutes dans l'actu des sports. Le Mali affronte demain vendredi la Zambie au compte des 16e de finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans au Qatar. Sur le continent, les matchs de barrage pour la Coupe du Monde 2026 débutent aujourd'hui au Maroc. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Abdul Karim Kaba. Football, le match de barrage pour la Coupe du Monde 2026 démarre aujourd'hui au Maroc. Le programme confirmé est le suivant. Nigeria-Gabon ouvrira le bal à partir de 17h heure locale, soit 16h GMT. Cameroun-République démocratique du Congo suivra à 19h GMT. Les vainqueurs se retrouveront ensuite en finale dimanche prochain à partir de 19h GMT sur la pelouse du stade Prince Héritier Moulay El Hassan. Le vainqueur de ce mini-tournoi de Rabat rejoindra le tournoi international de barrage prévu en mars 2026 où il représentera l'Afrique pour tenter de décrocher la 10e et dernière place qualificative pour la Coupe du Monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Pour rappel, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie sont déjà qualifiés pour la Coupe du Monde. Toujours football, cette fois-ci chez les jeunes, c'est-à-dire la Coupe du Monde des moins de 17 ans, Qatar 2025. Le Mali affronte au 16e de finale demain vendredi la Zambie. Le programme prévoit entre autres rencontres, Portugal, Belgique, Suisse, Égypte, France, Colombie, Argentine, Mexique, Brésil jouera contre le Paraguay, les États-Unis affronteront le Maroc, le Sénégal sera face à l'Ouganda, le Japon jouera contre l'Afrique du Sud, l'Allemagne en découdra avec le Burkina Faso et l'Autriche sera face à la Tunisie. À présent, la leçon de sport du jour. La leçon de sport de ce jeudi porte sur les épreuves du pentathlon moderne. Comment les épreuves sont combinées? Quelles sont les tenues appropriées pour la pratique du pentathlon moderne? Isaac Tchenou nous en parle dans cette leçon de sport. Composé de 5 disciplines sportives disputées sur une journée, le pentathlon moderne fait partie intégrante des Jeux Olympiques depuis 1912. Comment se pratique ce sport? Ismaël Lignani, président de la Fédération malienne de pentathlon moderne, explique. 1. L'escrime avec l'épée. Chaque athlète affronte tous les autres en duel d'1 minute. 2. La natation sur une distance de 200 mètres, nage libre et le plus vite que possible. Les obstacles. Le laser run, course plus tir au pistolet laser. 4 boucles de 600 mètres de course à pied qui peut varier selon les catégories. Entre chaque boucle, l'athlète doit tirer 5 cibles en moins de 50 secondes. L'athlète qui franchit la ligne d'arrivée de laser run en premier remporte la compétition. Les équipements du pentathlon moderne sont assez particuliers. En ce qui concerne le matériel du pentathlon moderne, d'abord l'escrime. Nous avons besoin de l'épée, la tenue d'escrime, masque et gants. La natation, le maillot, les bonnets, les lunettes. En laser run, c'est-à-dire course et tir, nous avons besoin de pistolets laser, cible de laser et chaussures de course. Le parcours d'obstacles. Il y a le mur à grimper, filet à grimper, corde à grimper, barre de suspension, poutre d'équilibre. Sport emblématique des Jeux Olympiques, ce sport aux 5 épreuves connaît une renaissance spectaculaire avec l'abandon de l'équitation au profit d'un parcours d'obstacles marquant l'entrée définitive du pentathlon dans l'ère moderne. Ismaël Alingani. Ce qui concerne le remplacement de l'équitation par les obstacles, il a été constaté que l'équitation posait des problèmes d'agilité, de sécurité, de coût et de bien-être animal. Après les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, l'UPM a décidé de tester une nouvelle épreuve plus accessible qui est les obstacles que nous connaissons
généralement par des parcours de ninja warrior, combinant l'agilité, force, rapidité, coordination. Les types d'obstacles qui est généralement utilisé par l'UIPM, c'est généralement saut de barrière ou mur, rampement sous filet, équilibre sur poutre, action, corde à grimper, obstacle à franchir avec appui ou balancement, course avec changement de direction. Ces obstacles durent environ 90 secondes par course, en duel ou contre la montre. L'objectif est de terminer le parcours le plus vite possible sans chute ni erreur. L'une des caractéristiques les plus fascinantes du pentathlon moderne est la diversité de ses disciplines. Chaque composante met au défi l'athlète dans un aspect spécifique de ses compétences. Chronique judiciaire. Il occupe une place essentielle dans la vie économique du pays. Le tribunal de commerce dont il s'agit tranche les différends qui opposent les commerçants, supervise les procédures collectives et tient les registres du commerce et des sociétés. Malheureusement, cette juridiction reste méconnue du grand public. Comment saisir cette instance lorsqu'un litige survient? Les éléments de réponse dans la chronique judiciaire signée Gary Oupuru. Faillite, dettes, différends entre sociétés sont bien souvent les dossiers inscrits au rôle du tribunal de commerce. Chaque jour, commerçants, artisans et dirigeants d'entreprises franchissent le seuil de cette juridiction. Les uns viennent y défendre une créance, les autres cherchent à préserver une activité fragilisée. Pour beaucoup, ce tribunal représente le dernier recours. Diara Kankou Sangaré, présidente du tribunal de commerce. Le rôle et la place du tribunal de commerce est déterminé par la loi relative à l'organisation judiciaire en République du Mali. Cette loi elle a été prise en décembre 2024. Dans cette loi, il est dit que le tribunal de commerce connaît les procédures relatives aux activités des commerçants. Les matières qui sont soumises à notre compétence sont les référés, qui sont les procédures d'urgence, et ensuite les procédures rapides, qui sont les injonctions des pays, les saisies conservatoires. Il y a l'autre nature qui sont les procédures du fond. Et les procédures du fond passent généralement par la mise en état. Et les affaires du fond sont des affaires qui sont complexes. Et l'une des principales missions qui est liée à ces actes-là, c'est la tenue du registre du commerce et du crédit immobilier. Dans ce registre, il y a toute l'information judiciaire. Et récemment, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, le gouvernement a pris un décret qui a institué le registre des bénéficiaires effectifs auprès du tribunal. Lorsqu'une entreprise traverse une période de turbulence, c'est fréquemment ici que se décide son avenir. Les procédures collectives, redressement ou liquidation judiciaire y sont examinées avec rigueur. Derrière chaque dossier se dessinent des salariés inquiets, des chefs d'entreprise éprouvés, des créanciers dans l'attente d'une issue équitable. Les juges, forts de leur expérience du monde des affaires, apportent au débat une approche pragmatique des réalités économiques. Avec la nouvelle loi relative à l'organisation judiciaire qui a été prise en 2024, ce sont les magistrats professionnels qui prennent les décisions. Mais avant cette loi, il y avait des juges consulaires qui faisaient partie de la composition du tribunal. Lorsqu'une entreprise sait qu'elle a des difficultés en cessation des paiements, et quand l'entreprise est en cessation des paiements, elle vient demander la liquidation des biens. C'est comme si elle vient demander qu'on mette fin à ses activités. Donc l'entreprise est prise en charge et le tribunal prend toutes les dispositions nécessaires pour que l'entreprise puisse passer à la liquidation des biens. Et au cours de cette procédure, nous sommes aidés par les experts. Quant à la procédure préventive, elle consiste pour une entreprise en difficulté, mais qui n'est pas en cessation des paiements, de venir demander un délai de paiement de ses créances, qu'on appelle couramment les dettes. Donc, elle peut venir au tribunal demander à ce qu'on lui accorde un délai pour pouvoir payer ses créances. Ce délai, légalement, si les parties ne se mettent pas d'accord par rapport au délai de paiement, ce délai légalement ne dépasse pas
2 ans. Pour les justiciables souvent intimidés par cet univers de chiffres et de procédures, quelques précautions s'imposent pour anticiper les difficultés financières avant que la rupture ne devienne inévitable. Concernant les entreprises, les sociétés commerciales, elles doivent obligatoirement passer par l'office d'un avocat pour saisir le tribunal de commerce. Mais pour les personnes physiques, elles ne sont pas soumises à cette obligation de constituer un conseil. Je pense que les commerçants doivent beaucoup écrire. On dit que l'écriture est la reine des preuves, soit de le faire par acte sous titre privé ou de le faire devant notaire. Quand les sommes qui sont en jeu sont élevées, il est important de passer devant le notaire. Cela permet de préserver les intérêts de toutes les parties. Ainsi fonctionne cette institution discrète mais essentielle, un véritable tribunal de la réalité économique où chaque affaire reflète une aventure parfois dramatique, souvent instructive mais toujours profondément humaine. Voilà, sur ce, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Ne décrochez pas. Juste après nous, la lecture des avis et communiqués avec Moussa Koulibaly. La présente édition qui prend fin est mise en ligne par Bekaï Sissé et Badi Touré. Alimata Ouattara assure la mise en onde. Vous l'avez suivi au micro de Brahma Traoré. Et Fatou Djabi, le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Vous retrouverez Sédou Fomba. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de journée à vous, où que vous soyez.